Mes chers auditeurs, bienvenue à l'histoire au clair de lune. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter. Ce soir, je vous invite à un voyage dans le temps, un voyage à travers les brumes de l'Angleterre médiévale. Nous allons glisser silencieusement comme une barque sur une rivière calme, au cœur d'une des périodes les plus fascinantes et les plus tumultueuses de l'histoire britannique, les guerres des roses. Imaginez. Le jour s'éteint doucement sur des paysages vallonnés, parsemés de châteaux de pierre et de vastes forêts. La lune se lève sur une terre encore hantée par l'écho des batailles lointaines et les murmures des vieilles rancœurs. Ces guerres ne sont pas de simples conflits entre armées. Ce sont des luttes de famille, des tragédies personnelles, où les liens du sang sont plus fragiles que l'acier. Elles tirent leur nom poétique, les guerres des roses, des emblèmes héraldiques des deux grandes familles rivales. D'un côté, la maison de Lancastre, avec sa rose rouge écarlate, symbole de passion et de puissance. De l'autre, la maison d'York et sa rose blanche immaculée, évoquant la pureté et la légitimité. Mais comme souvent en histoire, la réalité est plus complexe que les symboles. Ces roses ne sont pas seulement des fleurs, elles sont des bannières qui divisent un royaume, des promesses de gloire et des annonces de mort. Pour comprendre cette histoire, il nous faut remonter le temps, bien avant que ces roses ne s'affrontent sur les champs de bataille. Nous devons d'abord nous installer dans le calme relatif du XIVe siècle, dans l'ombre du règne d'Édouard III. C'est un monarque puissant qui a porté la gloire de l'Angleterre jusqu'aux confins du continent. Mais c'est aussi un père de nombreux fils, dont les lignées futures s'entremêleront pour le meilleur et pour le pire. C'est dans cette structure familiale, dans les mariages et les héritages, que le terreau de la discorde commence à s'installer. Chaque fils d'Édouard III fonde une branche de la famille royale, avec ses propres terres, ses propres ambitions. Ces branches, comme les racines d'un chêne majestueux, semblent fortes et unies. Mais sous la surface, des tensions s'accumulent, imperceptibles au début, comme de petites fissures dans une fondation. Nous allons ensemble explorer comment ces fissures s'agrandissent à mesure que le pouvoir central s'affaiblit. Le règne de Richard II, le petit-fils d'Édouard III, est une période de grande instabilité. Richard est un roi jeune, capricieux, qui éloigne de lui les grands nobles et les membres de sa propre famille. Parmi eux, son cousin Henry Bolingbroke, fils de Jean de Gand, le duc de Lancastre. Ce n'est qu'un prélude, une légère secousse avant le grand tremblement. En 1389, Henry Bolingbroke renverse son cousin et prend la couronne, devenant le premier roi Lancastre, Henry Carth. Il installe sa famille sur le trône, brisant la lignée directe. Une brisure qui ne sera jamais vraiment réparée. Ces premiers chapitres seront l'occasion de nous plonger dans cette atmosphère médiévale. Nous allons marcher à travers les rues de Londres, sentir le froid de la pierre des cathédrales, entendre le son lointain des cloches. Nous allons imaginer la vie des paysans, des chevaliers, des rois, tous pris dans le tourbillon de l'histoire. Nous allons comprendre pourquoi un simple problème de succession peut se transformer en une lutte de pouvoir sanglante qui durera plusieurs décennies. Car au cœur de cette histoire, il y a la légitimité. Qui a le droit de porter la couronne? Est-ce l'héritier direct ou celui qui peut le mieux gouverner? La réponse à cette question est au cœur du conflit. Alors, laissez vos pensées s'apaiser. Imaginez-vous en sécurité dans un endroit douillet. Laissez la voix vous guider à travers les forêts anglaises, le long des murailles des châteaux. Nous allons découvrir les personnages qui peuplent ce récit. Des rois faibles et pieux comme Henri VI, des reines impétueuses et combatives comme Marguerite d'Anjou, des ambitieux sans scrupules comme le duc d'York, et des manipulateurs de l'ombre comme le comte de Warwick, le fameux faiseur de rois. Chaque chapitre est une nouvelle étape de notre voyage, une nouvelle page de cette histoire qui s'écrit. Une histoire de trahison et d'alliance, de défaites écrasantes et de victoires inattendues. Une histoire qui, au fond, nous parle de la nature humaine, de ses désirs de pouvoir, de sa soif de reconnaissance. Je vous invite maintenant à vous détendre pleinement, à respirer profondément. Laissez votre esprit s'ouvrir à ces images d'un autre temps, à la douce mélodie d'une histoire lointaine. Les guerres des roses ne sont pas seulement un conflit historique.
Elles sont un miroir des passions humaines, des ambitions, des peurs. Et ce soir, sous la lumière apaisante de la lune, nous allons doucement en percer les mystères, un à un. L'air s'alourdit, le temps s'étire. Nous allons remonter encore un peu plus loin pour sentir les premières vibrations, les prémices de la tempête. Nous nous arrêtons au crépuscule du règne d'Édouard Cossé, un roi dont le nom résonne encore dans les annales de l'Angleterre médiévale. C'est un monarque de légende, dont les victoires en France, Crécy, Poitiers, ont forgé une image de puissance et de gloire. Il est le père de l'ordre de la Jarretière, et son règne est un âge d'or, ou du moins, il en a l'apparence. Mais derrière la façade de la puissance se cachent les germes de la division. Édouard Quay a eu de nombreux fils, et c'est dans leur descendance que la querelle s'enracine. Le plus célèbre de ses fils est le prince Édouard, plus connu sous le nom de prince noir. C'est un chevalier sans peur, l'héritier du trône, mais il meurt avant son père, laissant un jeune fils, Richard. C'est ce petit-fils, Richard II, qui hérite finalement du royaume. Mais il n'est pas le seul à revendiquer une part de l'héritage d'Édouard III. Les autres fils du roi ont aussi des ambitions, et ces ambitions se concrétisent à travers leur lignée. Il y a le duc de Clarence, le duc de Lancastre et le duc d'York. C'est à partir de ces trois branches que les maisons rivales vont germer. La lignée du prince noir, représentée par Richard II, est la lignée directe. Mais les autres, celles de Lancastre et d'York, ont aussi un sang royal qui coule dans leurs veines. La première vraie fissure se creuse avec le règne de Richard II. C'est un roi étrange qui semble parfois s'isoler de ses barons. Il n'a pas le charisme de son père, le prince noir, et son règne est marqué par des tensions. Il y a la révolte des paysans en 1391 qu'il réprime avec une brutalité inattendue. Puis, il s'en prend à son cousin Henry Bolingbroke, le fils de Jean de Gand, duc de Lancastre. Henry est un homme populaire, un guerrier respecté, et il s'attire la jalousie du roi. Richard saisit l'opportunité d'un complot pour exiler Henry et s'empare de ses terres et de sa richesse. C'est un acte de pouvoir absolu, une démonstration de force qui ne passe pas. Richard a sous-estimé son cousin. Alors que Richard II est en Irlande pour réprimer une rébellion, Henry Bolingbroke rentre en Angleterre. Il n'a pas l'intention de s'emparer du trône, du moins c'est ce qu'il prétend. Il veut simplement récupérer son héritage. Mais les grands seigneurs, fatigués du règne capricieux de Richard, se rallient à lui. Le soutien est massif, et Richard II se retrouve seul. Quand il rentre en Angleterre, il est trop tard. Il est fait prisonnier. Et dans la grande salle de Westminster Hall, en l'an 1389, Richard II est contraint d'abdiquer. La couronne est alors offerte à Henry Bolingbroke. C'est un moment crucial, un tournant décisif. Henry, le duc de Lancastre, devient le roi Henri IV. C'est une usurpation. La lignée directe, celle du prince noir, est brisée. Le trône est pris par une branche cadette. C'est une transgression de la loi de la succession, un acte qui sera la source de toute la tragédie à venir. Les descendants d'Henri IV, les Lancastre, seront toujours perçus par certains comme des rois illégitimes, même s'ils règnent avec force et succès. Henri IV doit consolider son pouvoir et il le fait avec une main de fer. Il fait face à des complots, à des soulèvements et il les écrase. Mais même après sa mort et après l'accession au trône de son fils, le grand guerrier Henri V, l'ombre de l'usurpation plane toujours. Henri V, le vainqueur d'Azincourt, est un roi d'une stature immense. Il est le héros national, le souverain qui unit son peuple sous la bannière de la guerre contre la France. Sa gloire et son charisme masquent la fragilité de la dynastie. Mais il meurt jeune, bien trop jeune, et il laisse derrière lui un enfant, le petit Henri VI, qui n'a que quelques mois. C'est un moment de grande vulnérabilité pour le royaume, qui se retrouve gouverné par une régence. La puissance des Lancastre repose sur les épaules d'un enfant qui deviendra un homme pieux et gentil, mais un roi faible et indécis. Et c'est cette faiblesse qui, comme une petite fissure dans un mur, va permettre aux anciennes rancœurs de refaire surface. Dans l'ombre, la lignée d'York grandit en puissance. Elle est descendante du duc de Clarence, mais surtout du duc d'York, tous deux fils d'Édouard III. Or, la mère de Richard d'York, le chef de la maison d'York, a un droit de sang supérieur au roi Henri VI. Le droit d'York est basé sur une primauté par voie féminine. À l'époque,
C'est un argument valide, même s'il est contestable. Le duc Richard d'York est un grand noble, un homme riche et puissant. Il est le principal rival d'Henri VI. Les deux hommes sont des cousins. Ils appartiennent à la même famille. Mais l'un porte la rose rouge, l'autre la rose blanche. Et l'histoire qui se déroule sous nos yeux est celle de deux frères de sang qui s'apprêtent à se déchirer. Nous arrivons au point de rupture, à l'instant où la paix laisse place à la guerre. Le royaume, sous le règne d'un roi faible, est en proie au chaos. La guerre avec la France est une catastrophe. L'Angleterre perd tous ses territoires continentaux sauf Calais. La pauvreté et les troubles civils sont partout. Et c'est dans ce désordre que le duc d'York, en tant que figure de l'ordre et de la stabilité, commence à se présenter comme la solution. Il a un droit de sang, il a le soutien des grands seigneurs, et il est le seul à pouvoir ramener la paix. La scène est prête, le décor est planté. Le rideau va se lever sur un drame qui va durer plus de 30 ans. Mais pour l'instant, le royaume dort encore d'un sommeil fragile. La douce lumière du crépuscule s'estompe et les ombres s'allongent sur le royaume d'Angleterre. Nous dérivons maintenant vers le milieu du XVe siècle. La gloire d'Henri V est une chose du passé et la couronne est portée par son fils, Henri VI. C'est un homme qui contraste étrangement avec la lignée guerrière dont il est issu. Il n'est pas fait pour la guerre, ni pour le pouvoir. Il est pieux, un homme de prière et de foi, et son âme est plus tournée vers la construction d'écoles et de collèges, comme ceux de Windsor et d'Eton, que vers les champs de bataille. Sa piété, si belle et si noble soit-elle, est une faiblesse dans un monde brutal et sans pitié. Le royaume est à la dérive. La guerre de 100 ans est un désastre, et l'Angleterre perd un à un ses territoires en France. Cette humiliation nationale est un poison qui se répand, alimentant le mécontentement. Les grands nobles, qui ont perdu leurs terres et leurs fortunes, cherchent un bouc émissaire, et ils le trouvent en la personne du roi. Mais le vrai pouvoir n'est pas entre les mains d'Henri VI. Il est partagé entre les courtisans qui l'entourent et qui le manipulent. Parmi eux, un homme émerge, le duc de Somerset, Edmond Beaufort, un Lancastre de sang royal. C'est l'homme qui détient l'oreille du roi et qui prend les décisions. Son rival, l'homme qui incarne l'opposition, est Richard d'York, le chef de la maison d'York. Richard est un homme d'honneur, un guerrier aguerri, et il a un argument de taille, son droit au trône. Son lignage, qui remonte aux deux fils d'Édouard III, lui donne une légitimité supérieure à celle d'Henri VI, qui descend seulement de la branche de Lancastre. Cet argument de sang, ce murmure d'usurpation, commence à résonner de plus en plus fort. La situation s'aggrave en 1453. Henri XVI souffre d'un grave effondrement mental. Il est plongé dans une sorte de catalepsie. Il ne reconnaît plus personne et ne réagit plus à rien. Le royaume n'a plus de roi. Les barons, terrifiés à l'idée du chaos, nomment Richard d'York comme protecteur du royaume. C'est une victoire pour la maison d'York. Richard, qui a toujours été un homme de loi, ne prend pas la couronne. Il gouverne le pays avec sagesse et efficacité. Mais son pouvoir est précaire, et il le sait. Le plus grand danger pour lui vient de la reine, Marguerite d'Anjou, l'épouse d'Henri VI. C'est une femme passionnée, intelligente et combative. Elle est la vraie puissance derrière le trône, le roc sur lequel s'appuie un roi faible. Elle est Richard d'York, qu'elle considère comme une menace pour son fils, le prince Édouard, l'héritier légitime du trône. Pour elle, le duc d'York n'est pas un protecteur, mais un usurpateur en attente. Elle rassemble les forces des Lancastres, attendant le bon moment pour frapper. Le moment arrive l'année suivante, quand le roi se réveille de son sommeil catatonique. Henri VI est de retour. Marguerite d'Anjou profite de la confusion pour défaire toutes les décisions de Richard d'York. Elle fait chasser les alliés d'York et restaure le duc de Somerset. C'est la fin du pouvoir d'York. Mais Richard ne va pas se laisser faire. Humilié et craignant pour sa vie, il prend les armes. L'affrontement est inévitable. La ligne est tracée. Le conflit entre les deux roses, celle des Lancastres et celle d'York, n'est plus une affaire de succession, mais une question de survie. Nous nous rapprochons de la première bataille. La paix a volé en éclats. Les nobles se rassemblent derrière leur chef. Les armées se préparent. Les drapeaux aux roses rouges et blanches sont déployés dans le vent. Les chants des soldats se font entendre. Des hommes qui,
la veille encore étaient voisins, se retrouvent face à face. Le pays est au bord du chaos. Dans quelques instants, le premier coup sera porté. C'est le début d'une guerre civile qui va ravager l'Angleterre pendant plus de 3 décennies, changeant le visage de la monarchie et de la nation pour toujours. Le temps s'arrête. Le silence avant la tempête. La tension est palpable. L'air est lourd de promesses de conflit. Nous voici à un tournant de l'histoire, un moment où les intrigues de cour et les querelles de famille cèdent la place au son des armes. Nous nous arrêtons sur un petit village du Hertfordshire, au nord de Londres, un endroit qui, le 22 mai 1455, verra naître la première bataille des Roses, la première bataille de Saint Albans. Le duc d'York, Richard, s'est levé. Il est accompagné de ses 2 plus puissants alliés, le comte de Salisbury et le puissant comte de Warwick, le fameux faiseur de rois. De l'autre côté, le roi Henri VI, malgré son état fragile, est présent. Il est à la tête d'une armée de Lancastre. C'est un face-à-face entre le souverain légitime et celui qui prétend à la couronne. Un face-à-face qui ne pouvait se résoudre que par le sang. Les 2 armées, petites mais déterminées, se font face dans les rues étroites de Stalbans. Les Lancastres se retranchent derrière des barricades, mais leur position est loin d'être imprenable. La bataille commence. Ce n'est pas une grande bataille, pas encore. C'est une escarmouche, un affrontement brutal et chaotique dans les rues du village. Le duc de Somerset, l'ennemi juré de Richard d'York, mène l'offensive Lancastre. Mais l'issue de la bataille est décidée par un homme, le comte de Warwick. En tant que commandant des forces d'York, il mène une attaque de flanc audacieuse qui prend les Lancastres par surprise. Les hommes de Warwick parviennent à contourner les barricades et se jettent sur le centre de la ville. Les combats sont d'une brutalité féroce et les Lancastres, pris de panique, ne peuvent que s'enfuir. La victoire d'York est totale. Les 3 plus grands chefs de la maison de Lancastre sont tués dans l'affrontement. Le duc de Somerset, le comte de Northumberland et Lord Clifford. La mort de ces nobles, qui ont longtemps été la force motrice de la cause de Lancastre, est un coup fatal pour la monarchie. Le roi Henri VI, lui-même blessé, est fait prisonnier. Il est emmené sous la garde de Richard d'York, son cousin et son plus grand ennemi. Cette bataille marque le début officiel des guerres des Roses. Ce n'est plus une querelle de cour, une affaire de succession qui se règle par la diplomatie. C'est une guerre ouverte où l'épée décide qui a le droit de régner. Richard d'York est de nouveau au pouvoir. Il n'a pas pris la couronne, mais il est le maître du royaume. Il redevient le protecteur du royaume, le bras droit du roi qu'il ne lâche plus des yeux. C'est un homme en qui le royaume a de nouveau confiance, un homme d'ordre dans une période de chaos. Mais la paix est fragile, illusoire. La reine Marguerite d'Anjou est en fuite. Elle a perdu son allié, le duc de Somerset, mais sa détermination est intacte. Elle n'acceptera jamais le règne de Richard d'York, car il est une menace pour son fils, le jeune prince héritier. Elle rassemble ses forces dans le nord de l'Angleterre, là où le soutien aux Lancastres est le plus fort. Elle prépare sa revanche et elle le fera pour l'amour de son fils. Elle est la rose rouge, une force de la nature, une femme qui ne reculera devant rien pour protéger son sang et sa lignée. Les années qui suivent la bataille sont un interlude de calme précaire. Mais la paix n'est qu'apparente. Les 2 maisons préparent la suite. De part et d'autre, les alliances se consolident, les trahisons se trament. L'Angleterre est un champ de mines. Un mot, un geste, et le conflit peut renaître à tout moment. La vraie bataille, celle de la légitimité, se prépare. D'un côté, la loi de la lignée directe. De l'autre, la loi du sang Lancastre, symbolisée par le jeune prince Édouard et sa mère, la reine Marguerite. Les 2 roses sont prêtes à éclore de nouveau, et cette fois, la floraison sera bien plus sanglante. La nuit est calme, mais les murmures des soldats en marche se font déjà entendre, dans les recoins lointains de votre conscience. Le rideau de la paix se déchire. La victoire d'York à Saint Albans n'a été qu'un court répit. Derrière les murs des châteaux, les rancunes grandissent, les alliances se fissurent, et un homme s'élève, capable de faire et de défaire les rois. Le comte de Warwick, Richard Neville. C'est lui qui nous intéresse maintenant. Il est la figure pivotale de ce drame,
un homme dont la fortune et l'influence sont si vastes qu'il est surnommé le faiseur de rois. Warwick n'est pas seulement un noble de haut rang. Il est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants d'Angleterre. Ses terres s'étendent à travers tout le pays, ses alliances familiales le lien à la quasi-totalité de l'aristocratie. Il est à la fois un maître de la guerre et un stratège politique. C'est lui qui a mené la charge victorieuse à St. Albans. Mais sa relation avec le duc d'York est plus que celle d'un simple allié. C'est une relation de pouvoir. Pendant la période de calme relatif qui suit St. Albans, les tensions couvant. La reine Marguerite d'Anjou n'a pas pardonné. Elle a rassemblé une armée dans le nord, là où la rose rouge est profondément enracinée. Et elle a la rage de la justice. Elle se bat pour la légitimité de son fils, le prince Édouard. En 1459, les combats reprennent. C'est une danse macabre de batailles et de manœuvres politiques où les alliances changent au gré du vent. Le duc d'York, accompagné de Warwick, marche vers le nord pour affronter la reine. Mais ils subissent un revers à la bataille de Ludford Bridge. Les forces d'York se désintègrent. Richard d'York et son fils aîné, Édouard, doivent fuir en Irlande. Warwick s'échappe vers Calais, qui est sous son contrôle, et qui lui sert de base pour de futures opérations. La cause d'York semble perdue. Henri VI et la reine Marguerite sont de retour au pouvoir, et ils se montrent impitoyables, déshéritant la famille d'York et ses alliés. Mais Warwick, de son refuge à Calais, ne se décourage pas. Il prépare son retour. En 1460, il débarque en Angleterre avec une force armée. Il y a un grand nombre de gens qui ne supportent plus l'incapacité d'Henri VI et le pouvoir de la reine Marguerite. Warwick et ses alliés marchent sur Londres, qui les accueille à bras ouverts. C'est la capitale de l'Angleterre, le centre du pouvoir et de l'économie. C'est une victoire majeure pour la maison d'York. En juillet 1460, la bataille décisive a lieu à Northampton. C'est une victoire écrasante pour Warwick et les forces d'York. Le roi Henri VI, à nouveau, est capturé. Mais le plus grand drame est encore à venir. Richard d'York, de retour d'Irlande, n'est plus satisfait du simple rôle de protecteur. Il fait une déclaration publique, une revendication audacieuse et sans équivoque. Il veut la couronne. Il ne se bat plus pour protéger le roi, mais pour le remplacer. Le droit de sang, qu'il a toujours mis en avant, le pousse à ce pas audacieux. Cette revendication surprend même Warwick et ses alliés. Un accord est finalement trouvé. Le Act of Accord est signé, qui fait de Richard d'York l'héritier d'Henri VI, déshéritant le prince Édouard, le propre fils du roi. La reine Marguerite refuse cet accord avec la plus grande fureur. C'est une trahison. C'est une attaque contre son sang. Elle rassemble ses forces et mène son armée vers le sud. La lutte va reprendre de plus belle, avec une violence renouvelée. La rose rouge ne se laissera pas cueillir. La dernière bataille de l'année 1460, celle de Wakefield, est un désastre pour York. L'armée de Marguerite d'Anjou est supérieure en nombre. Richard d'York est tué au combat. Son fils, le comte de Rutland, est exécuté sans pitié. Le comte de Salisbury, le père de Warwick, est également mis à mort. La victoire est totale pour les Lancastre. L'espoir des Yorkistes s'éteint. Mais la mort de Richard d'York n'est pas la fin. Son fils, Édouard, l'héritier, est un jeune homme intelligent, charismatique et un brillant chef de guerre. Le flambeau de la rose blanche est passé à une nouvelle génération, plus jeune et plus impitoyable encore. C'est le calme avant la tempête, un silence lourd où le moindre souffle peut tout faire basculer. Le royaume est à la croisée des chemins. Le silence qui a suivi la mort de Richard d'York à Wakefield est lourd de signification. La rose blanche est en deuil, mais elle n'est pas brisée. Au contraire, elle est devenue plus forte. La mort de Richard a propulsé au premier plan son fils aîné, Édouard, comte de Marche, un jeune homme de 18 ans. Il est beau, charismatique et surtout un chef de guerre exceptionnel. Édouard hérite de la querelle de son père et d'une armée aguerrie. Son principal allié, le comte de Warwick, est en rage. Son propre père a été mis à mort après la bataille de Wakefield. C'est une affaire personnelle. Warwick et Édouard s'unissent pour la vengeance. La cause de la maison d'York a maintenant un nouveau visage, un nouveau champion. La première moitié de l'année 1471 est une course contre la montre. Édouard mène ses troupes vers le nord, vers Londres.
Il remporte une victoire cruciale à Mortimer's Cross, où il écrase une armée de Lancastre. Sa victoire est un signe, une promesse. Londres, qui a toujours favorisé la maison d'York, ouvre ses portes. C'est dans cette atmosphère de triomphe que Warwick fait une annonce extraordinaire. Il n'est plus question de faire d'Édouard le protecteur du royaume. Henri VI est trop faible et la reine Marguerite est une menace constante. Le trône doit changer de main. Le droit de sang d'Édouard, descendant à la fois du duc de Clarence et du duc d'York, est supérieur à celui d'Henri VI. Le 4 mars 1461, Édouard est proclamé roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard IV. C'est une révolution. Un roi a été déposé et un nouveau a été couronné par la volonté d'une faction de nobles et non par la loi de la succession directe. C'est un moment fondateur pour la dynastie d'York. Mais Édouard n'est pas encore le roi de toute l'Angleterre. Il y a encore une armée de Lancastre dans le nord, menée par la reine Marguerite d'Anjou. La rose rouge ne se laissera pas cueillir sans combattre. Les deux armées se rencontrent à la bataille de Touton le 29 mars 1461. C'est le plus grand et le plus sanglant affrontement de toute la guerre et même de toute l'histoire de l'Angleterre. Plus de 50 000 hommes sont sur le terrain, dans la neige et le froid. La bataille est un carnage et elle dure plus de 10 heures. C'est une boucherie et les hommes se battent avec une fureur sans pareille. La victoire, au final, est pour les Yorkistes. L'armée de Lancastre est mise en déroute. On estime que plus de 28 000 hommes sont morts ce jour-là. C'est une défaite terrible pour la cause de la Rose Rouge. La reine Marguerite et son fils fuient vers l'Écosse. Le roi Henri VI est capturé. Édouard IV est maintenant le roi incontesté de l'Angleterre. C'est le triomphe de la Rose Blanche. La guerre semble finie. Les grandes figures de la maison d'York sont victorieuses et la lignée Lancastre est en fuite. Le royaume entre dans une nouvelle ère, l'ère de la dynastie d'York. Le règne d'Édouard IV est un règne de force et de stabilité. C'est un roi habile, un grand politicien qui sait comment apaiser ses ennemis et récompenser ses alliés. Il sait aussi être impitoyable. Mais même dans les années de paix, les vieilles rancunes ne s'éteignent jamais. L'ancienne reine est toujours en exil. Et le roi déchu, Henri VI, est emprisonné dans la tour de Londres. On se contente de l'oublier, mais son existence est un danger permanent. Le pouvoir d'Édouard IV semble solidement établi, mais comme une lueur tremblante, il est toujours vulnérable à la moindre brise de trahison. Le vent a tourné. Édouard IV est sur le trône. La rose blanche règne sur l'Angleterre et le royaume semble enfin avoir trouvé la paix. Édouard est un roi populaire, un souverain capable qui sait comment gérer les finances et le Parlement. La reine Marguerite d'Anjou et son fils sont en exil en France, leur cause semble perdue. Et le roi déchu, le malheureux Henri VI, est emprisonné dans la tour de Londres, oublié du monde, un fantôme vivant. Mais le pouvoir est un équilibre fragile. Et l'homme qui a mis Édouard sur le trône, le comte de Warwick, commence à se sentir négligé. Warwick est un homme de grande ambition, et il s'attend à ce que le roi le récompense pour son soutien indéfectible. Mais la relation entre les deux hommes se détériore. La première fissure apparaît quand Édouard IV se marie secrètement, non pas avec une princesse française comme Warwick l'avait espéré, mais avec une veuve anglaise, Elizabeth Woodville. Cette décision est une insulte pour Warwick, qui a passé des années à négocier un mariage royal pour le roi. C'est un affront public et Warwick le prend très mal. Le nouveau roi favorise également la famille de son épouse, les Woodville, une famille de la petite noblesse qui s'élève rapidement à des postes de pouvoir. Pour Warwick, c'est une menace directe à son influence. Il voit son rôle de faiseur de roi s'effriter sous ses yeux. La jalousie, l'orgueil et l'ambition finissent par le pousser à la trahison. Il se tourne vers le frère d'Édouard, le duc de Clarence, et le convainc de se joindre à lui. Ensemble, ils conspirent contre le roi qu'ils ont eux-mêmes installé. En 1469, la rébellion éclate. Warwick et Clarence lancent leur coup. Ils capturent Édouard IV et le font prisonnier. Pour un court instant, Warwick est de nouveau le maître de l'Angleterre. Mais le soutien au roi est plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Édouard parvient à s'échapper et la rébellion de Warwick est un échec. Le faiseur de roi est maintenant un traître et il est contraint de fuir vers la France.
C'est là, en exil, que se produit un événement incroyable, un tournant décisif et inattendu. La reine Marguerite d'Anjou, qui a juré de ne jamais pardonner à Warwick, accepte une alliance avec lui. C'est un pacte contre nature. Un homme qui a combattu pour la rose blanche et qui a emprisonné le roi Henri XVI fait maintenant alliance avec la rose rouge pour la cause de la maison de Lancastre. L'accord est scellé par un mariage. La fille de Warwick, Anne Neville, épouse le prince de Galles, le fils de Marguerite et d'Henri VI. C'est une alliance de la dernière chance, une ultime tentative pour restaurer la rose rouge sur le trône. En 1470, Warwick et Clarence débarquent en Angleterre. L'armée qu'ils ont réunie marche vers Londres. Le roi Édouard IV, surpris par l'attaque, se retrouve sans soutien. Il est contraint de fuir le pays et se réfugie en Bourgogne chez son beau-frère. Le plan de Warwick a fonctionné. L'Angleterre est à nouveau sous le contrôle de la Rose Rouge. Le roi Henri VI est libéré de sa prison et il est symboliquement restauré sur le trône. C'est un roi fantôme, un homme brisé par des années d'emprisonnement et de folie. Le vrai pouvoir est entre les mains de Warwick, qui est de nouveau le maître incontesté du royaume. La Rose Blanche est en fuite. Le royaume est à nouveau entre les mains de la Rose Rouge. Le faiseur de rois, le comte de Warwick, a réussi son pari insensé. Le roi fantôme, le pieux et inoffensif Henri VI, est de retour sur le trône. Mais son règne n'est qu'une façade. Le vrai pouvoir est exercé par Warwick et le duc de Clarence, le frère renégat du roi déchu. C'est la restauration lancastrienne, une période brève et étrange, où l'Angleterre est gouvernée par ceux-là même qui ont failli la détruire. Mais cette victoire est fragile. L'alliance de Warwick avec Marguerite d'Anjou est une affaire de nécessité, pas de confiance. La reine exilée en France n'a aucune intention de laisser Warwick dicter les règles. Elle ne débarque en Angleterre qu'en mars 1471, bien après la restauration d'Henri VI. Elle est accompagnée de son fils, le prince de Galles, et elle vient pour régner, non pour se soumettre. La tension entre les deux alliés est palpable. Pendant ce temps, en Bourgogne, l'exilé Édouard XV n'a pas perdu de temps. Il est un roi énergique et un stratège brillant. Il a des alliés puissants en Europe et il est déterminé à récupérer son trône. En mars 1471, moins d'un an après avoir été chassé, il débarque en Angleterre avec une petite force. La situation est inversée. C'est maintenant le roi d'York qui est en mode reconquête. La campagne d'Édouard est un chef-d'œuvre de manœuvres politiques et militaires. Il contourne les forces de Warwick et se dirige vers Londres. La capitale, qui n'a jamais vraiment soutenu le retour des Lancastre, lui ouvre ses portes. Les Londoniens n'ont jamais eu confiance en cette nouvelle alliance. Édouard Carth y est acclamé comme un libérateur. Il est de nouveau en possession de son trône. Il capture le roi Henri VI et le renvoie à la tour. La confrontation finale est inévitable. Les forces d'Édouard et de Warwick se rencontrent à la bataille de Barnet, juste au nord de Londres, le 14 avril 1471. C'est un jour de brouillard épais. La confusion est totale. Les hommes se battent en aveugle. C'est un affrontement brutal et chaotique, où le sort des armes est incertain. Au milieu de la bataille, le duc de Clarence, le frère d'Édouard, change de camp une fois de plus, abandonnant Warwick pour rejoindre son frère. C'est une trahison fatale. Les forces de Warwick, désorientées, sont mises en déroute. La bataille de Barnet est une victoire décisive pour les Yorkistes. Le plus important, c'est que le comte de Warwick, le faiseur de rois, est tué au combat. C'est la fin d'une époque. L'homme qui a fait et défait des rois, qui a tenu le destin de l'Angleterre entre ses mains, a trouvé sa fin sur un champ de bataille embrumé. Sa mort est un coup fatal pour la cause de Lancastre. Mais la guerre n'est pas encore finie. La reine Marguerite et son fils ont débarqué dans le sud de l'Angleterre. La nouvelle de la mort de Warwick les a frappés de plein fouet. Ils sont maintenant sans leur plus puissant allié. Mais ils ne renonceront pas. Ils marchent vers le nord, rassemblant des forces sur leur chemin. Édouard Carth, maître de Londres, n'a pas le temps de se réjouir. Il doit maintenant se préparer pour la confrontation finale, celle qui décidera, une fois pour toutes, du sort des deux roses. Le vent a tourné. Le bruit de la victoire de Barnet s'estompe, mais le cri de la vengeance se fait déjà entendre. Le comte de Warwick est mort.
Mais la reine Marguerite d'Anjou n'a pas abandonné. Elle a débarqué en Angleterre avec son fils, le prince de Galles, et une petite armée. Elle est informée de la déroute de ses alliés et de la mort de son plus grand soutien. C'est un coup terrible, mais la reine, qui a enduré tant de revers, est une femme d'une détermination de fer. Elle se dirige vers le nord, vers la terre de ses plus fidèles partisans, pour rassembler des forces. Elle marche jour et nuit, ses troupes rejoignant le mouvement comme un torrent grossissant. Pendant ce temps, le roi Édouard IV est sur ses talons. Il sait que la guerre ne prendra fin que si la reine et son fils sont capturés ou tués. C'est une course-poursuite à travers l'Angleterre, une course où la survie du royaume est en jeu. Les deux armées se rencontrent le 4 mai 1471 à la bataille de Tewkesbury. C'est le dernier acte de la tragédie. La scène est plantée sur les rives de la rivière Severn, dans le Gloucestershire. Les forces lancastriennes sont épuisées par leur marche forcée et Édouard IV, à la tête de son armée expérimentée d'York, a le terrain et le temps de son côté. Les Lancastres, menés par le duc de Somerset, se positionnent sur une ligne de collines, espérant que leur position défensive pourra compenser leur infériorité numérique et leur fatigue. La bataille est un désastre total pour les Lancastres. L'armée d'York est trop puissante, trop bien commandée. La défaite est rapide et écrasante. Les Lancastres sont mis en déroute. Leurs troupes sont massacrées dans une fuite paniquée. Les chevaliers et les nobles sont tués sans pitié, la fureur des Yorkistes étant à son comble. La bataille de Tewkesbury est un tournant majeur. Le prince de Galles, le jeune Édouard, l'héritier de la Rose Rouge, est tué au combat ou exécuté après la bataille. Sa mort est la fin de la lignée de Lancastre. L'héritier du trône, le fils de la reine, est mort. La reine Marguerite, qui a tout perdu, est capturée. Sa tragédie est totale. Son mari, son fils et toute sa cause sont morts. Elle est ramenée à Londres, un symbole de la défaite finale de la Rose Rouge. Peu de temps après la bataille, dans la tour de Londres, le roi déchu Henri VI est assassiné. Il est mort le 21 mai 1471. La version officielle est qu'il est mort de pure mélancolie, mais personne n'est dupe. Sa mort élimine le dernier prétendant au trône de la maison de Lancastre. La Rose Rouge a été éteinte, son sang a été versé. Le roi Édouard IV est maintenant le maître incontesté de l'Angleterre. Il a vaincu ses ennemis, éliminé ses rivaux. La guerre, qui a duré plus de 30 ans, est enfin terminée. Le calme revient sur le royaume, un calme douloureux, mais réel. C'est l'aube d'une nouvelle ère, l'ère de la dynastie d'York. Mais même dans ce triomphe, le souvenir des batailles et la peur de la trahison ne s'effacent jamais. Édouard IV va régner sur l'Angleterre pendant encore 12 ans, une période de paix relative et de prospérité. Il meurt en 1483, laissant le trône à son jeune fils, le petit Édouard IX. Mais l'histoire a une dernière surprise, un dernier tournant inattendu avant que le rideau ne tombe. Nous arrivons au crépuscule de ce grand drame historique. Le royaume, après plus de 30 ans de guerre, semble avoir trouvé la paix. Le roi Édouard IV est mort en 1493. Le trône passe à son jeune fils, le fragile Édouard IV, qui n'a que 12 ans. Son oncle, le frère d'Édouard IV, Richard, duc de Gloucester, est nommé protecteur du royaume. C'est la figure la plus puissante d'Angleterre, l'homme qui a tout fait pour son frère et sa dynastie. Mais il est aussi un homme d'une ambition féroce et d'une méfiance sans bornes. Richard de Gloucester se méfie de la famille de sa belle-sœur, la reine douairière Élisabeth Woodville. Il est convaincu qu'elle et son clan complotent pour prendre le pouvoir. Pour prévenir cela, il prend des mesures radicales. Il fait emprisonner les deux jeunes princes, Édouard Pfaff et son petit frère, Richard duc d'York, dans la tour de Londres sous prétexte de les protéger. Ils sont connus dans l'histoire sous le nom des princes de la tour, mais leur sort reste un mystère. Ils ne seront jamais revus en public. On pense qu'ils ont été assassinés, probablement sur ordre de leur oncle Richard. En l'absence des jeunes princes, et grâce à l'aide d'un parlement acquis à sa cause, Richard de Gloucester se fait proclamer roi d'Angleterre en 1483. Il prend le nom de Richard III. C'est un nouvel acte d'usurpation. La lignée d'York est fracturée de l'intérieur. Ce coup de force, ce régicide présumé, ne fait pas l'unanimité. L'Angleterre, fatiguée des conflits, se méfie de ce roi au passé trouble.
Un homme en exil en Bretagne voit dans cette instabilité une opportunité. C'est Henri Tudor, un homme qui a un droit de sang ténu au trône. Son lien avec la maison de Lancastre est fragile, mais il existe. Par sa mère, Marguerite Beaufort, il descend de la branche bâtarde des Lancastre, légitimée par le Parlement. C'est le dernier Lancastre vivant avec un droit de sang, aussi faible soit-il. La cause de la Rose Rouge, que l'on pensait éteinte, a trouvé un dernier champion. En 1485, Henri Tudor débarque sur la côte galloise avec une petite armée. Richard III, qui a peu de soutien, doit faire face à ce nouveau prétendant. La confrontation finale a lieu à la bataille de Bosworth Field, le 22 août 1485. C'est la bataille qui met un terme aux guerres des Roses. Richard III, le dernier roi de la maison d'York, est trahi sur le champ de bataille par des nobles qui changent de camp au dernier moment. Il meurt au combat. Son corps est retrouvé sans vie, sa couronne, piétinée et cabossée, est récupérée. On la place sur la tête d'Henri Tudor. Henri Tudor devient le roi Henri VII. Pour cimenter son pouvoir et unifier le royaume, il prend une décision symbolique d'une grande importance. Il épouse Élisabeth d'York, la fille d'Edward IV et la nièce de Richard III. Le mariage des deux roses est une réalité. La rose rouge et la rose blanche s'unissent pour créer un nouvel emblème, la rose Tudor, une rose rouge et blanche, symbole de la réconciliation et de la paix. Le règne d'Henri VII marque le début de la dynastie des Tudors, une nouvelle ère pour l'Angleterre. Les guerres des roses sont terminées. Le royaume a été ravagé par les querelles, des milliers d'hommes sont morts et la noblesse anglaise a été décimée. Les rois ont été déposés, trahis et assassinés. L'héritage de la guerre est lourd. C'est l'histoire d'une famille qui s'est déchirée, mais aussi l'histoire d'une nation qui, par ses épreuves, s'est forgé un destin nouveau. Le silence s'installe. Les échos lointains des batailles s'éteignent doucement. La brume se lève, révélant un paysage pacifié, prêt pour une nouvelle histoire. Le royaume dort enfin, et nous aussi. Doux rêve.